Posons-nous les bonnes questions. Je réfléchis, je rassemble mes idées. C'est la base. Il n'y a rien de bien ou de mal en fait, et c'est juste prendre ce qu'il y a. C'est le oui et. Tout est possible. Donc je peux vraiment me faire plaisir sur scène. On désapprend à mal vivre, je pense, avec l'impro. La flexibilité, la confiance, le lâcher prise. Quelle est votre approche du truc, quoi? Bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e épisode des discussions Art Fabrique, avec réunis aujourd'hui nos habituels professionnels de l'improvisation, Émilie Bérodeau, Jeff Vital, Laura Turcati et David Mesley. Bonjour. Salut Alex. Alors le thème de la discussion d'aujourd'hui pourrait sembler évident, voire facile, mais bien sûr en théorie seulement, parce que quand on arrive sur scène et qu'alors on est confronté à la pratique, c'est une autre histoire. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion d'acceptation. Et pour lancer la discussion, voici donc la définition du terme acceptation. Action d'accepter, de recevoir, d'agréer quelque chose, consentement, accord. Alors, j'ai juste envie de vous demander, pour vous, en impro, c'est quoi l'acceptation ? Ce qui était intéressant dans la définition que tu nous as lue, c'était, moi, ce que j'ai noté, c'est le mot recevoir. Et je crois que, enfin, en tout cas pour moi, parce que je pense qu'il y a plein de choses à éclairer, je pense qu'une des notions, c'est recevoir ce qui se passe sur scène, recevoir de son ou ses partenaires et recevoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc vraiment d'être dans cette acceptation de tout ce qui peut se passer. Il n'y a rien de bien ou de mal en fait, et c'est juste prendre ce qu'il y a. L'acceptation, c'est agréer du fait que ça n'aille pas forcément dans le sens où on s'attendait à ce que ça aille, par exemple dans le cadre d'une improvisation. Donc le prendre, les plans changent et on s'adapte à la situation, je dirais ça, et c'est la manière la plus vague de le définir en improvisation, je dirais ça pour commencer. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Laura, justement ça me parle, dans le sens où pour moi, l'acceptation, il y a un côté, la chose est étrangère. Alors ça ne veut pas dire qu'elle vient forcément de l'extérieur, ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un d'autre, ça peut être de moi, mais c'est quelque chose de spontané, de nouveau. Et j'ai pris cette chose, comme dit Laura, en agréant, donc par le positif, et d'un coup, je l'ai accepté. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de créé, c'est pas quelque chose de conçu, l'acceptation. Tu peux pas dire, je vais accepter mon idée. C'est pas possible parce que ça, justement, c'est intégrant, c'est partie intégrante de toi. Tu l'as créé, tu l'as fabriqué, tu y as réfléchi. Tu étais dans cette espèce de truc de c'est forcément toi. Donc, il y a pas besoin d'accepter ça. L'acceptation, c'est forcément quelque chose, un espèce de truc extérieur, étranger, que tu as décidé de faire. OK, je t'utilise. Et voilà, ça va être ma petite def. Ouais, c'est un large sujet. Là, je sais pas pourquoi, ce qui me vient, c'est que je me dis que j'ai accepté, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'acceptation quand on est vraiment en train de jouer, notamment en spectacle. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça, Jeff, parce que j'ai envie de rebondir directement sur ce que tu dis sur l'acceptation extérieure à soi. Et en fait, on en a parlé hier en se disant que parfois on manque aussi de prise de conscience sur ce qu'on fait soi-même. Et déjà, accepter ce qu'on fait soi-même, c'est aussi avoir une conscience de ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de l'acceptation, mais en tout cas, mettre l'accent sur ce qu'on fait pour pouvoir construire dessus sur une improvisation. Enfin bref, on peut en rediscuter sur le côté extérieur-intérieur. Mais en tout cas, sur le côté acceptation, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là qui me vient aussi d'accepter en fait notre discipline. Dans le sens où, quand on fait de l'improvisation, tu rentres dans une sorte de monde. Et en fait, je trouve que c'est important d'accepter le process, d'accepter le chemin dans lequel on démarre, dans lequel on s'engouffre, parce qu'en fait, c'est un chemin qui est semé de plein de découvertes, parfois d'embûches, parfois de remises en question. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la beauté de l'improvisation, c'est que c'est jamais fini, t'as jamais fait le tour du truc. Et en fait, quand tu commences à plus être dans cette démarche-là de curiosité, d'accepter qu'il y ait des choses des fois qui se passent pas exactement comme tu avais prévu, et que justement c'est des nouvelles portes qui s'ouvrent, bah, à mon avis c'est soit le temps d'arrêter, soit au contraire justement de te remettre en question et de voir où t'en es avec l'improvisation. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, quoi, accepter d'être embarqué dans un voyage. Mais alors du coup, acceptation, juste pour être très clair, en opposition à quoi ? Moi, je dirais le refus de ce qui se passe, le refus de l'idée de l'autre, ou même, en fait, l'autocensure, en fait, aussi.
David parlait de tout ce qui était voilà, intérieur-extérieur, avec Jeff aussi. Et le refus, en fait, est un gros non, quoi. On dit toujours en impro qu'il faut dire oui, oui et du coup, pour moi, l'opposition, ça serait vraiment le non. Le non à tout ce qui se passe, le non à l'accident. Enfin, on en parlait dans des posts précédents. Ouais, pour moi, ça serait ça. Ce serait l'opposition, ouais. Il y a une idée dans le refus aussi, une idée de contrôle en fait. Donc à l'opposition, pour moi, c'est aussi ça, l'acceptation. Alors, on a déjà parlé du lâcher prise, mais tout est connecté. Et ce qui est très intéressant, c'est de donner des nouvelles sémantiques à des choses comme ça. On explore aussi philosophiquement d'autres aspects au final de la même chose. Je pense que justement, l'acceptation, c'est aussi cette ouverture via un truc qui n'est pas contrôlé. Et le refus, le refermement sur soi-même, la création factice, ça vient d'un contrôle qui a été donné par l'improvisateur à ce moment-là, qui décide de juste pas lâcher et de pas être dans l'acceptation justement. Et en mettant cet accent sur ça, on va passer plus par le positif, plus par le moment présent et par plein de sujets qu'on a déjà abordés, qui complètent vraiment ce sujet qu'on donne aux élèves de façon plus basique, je trouve. On dit souvent oui, yeah, ce qui est un truc génial, c'est l'improvisation américaine, yes and, c'est la base. Et ça ne veut pas dire que c'est la base en mode tu passes par là et après tu vas évoluer, tu ne vas plus l'utiliser. C'est que c'est un côté assez large de dire un truc méga important. Ouais, Laura? Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que Jeff et Émilie disent et je nuancerai un tout petit peu sur le… Donc, je le mettrai en opposition avec le refus aussi. Et comme disait Émilie, à plusieurs niveaux, le refus, il se situe en impro. En revanche, le oui et, effectivement, c'est un exercice qu'on fait beaucoup avec nos élèves pour accepter donc l'idée de l'autre et rajouter quelque chose à l'idée pour construire une histoire ensemble. En revanche, je nuancerai un tout petit peu. Pour moi, le non n'est pas forcément un refus de jeu. Ça peut l'être. Et ça peut aussi… le non, pour moi, est tout à fait possible en impro à partir du moment où il est accompagné d'une autre idée et on lâche pas, tant qu'on laisse pas à l'abandon son partenaire. Donc, juste, pour moi, le non n'est pas forcément un refus de jeu. Il peut l'être comme il est complètement acceptable en improvisation. Je crois qu'on a tendance un peu à stigmatiser ce non qui a sa place en improvisation. Et une autre chose que je voulais ajouter, c'est que là, on le met en opposition avec le refus. Et je pense surtout que l'acceptation va de pair avec la flexibilité, la confiance, le lâcher prise, par exemple. C'est les trois choses, c'est les premières choses qui me viennent. Je dirais qu'il est vraiment englobé avec d'autres aspects vraiment piliers de l'improvisation. David, tu as quelque chose à dire ou j'enchaîne? J'ai quelque chose à dire. Ah, on t'écoute alors. Moi, je mettrais l'acceptation en opposition avec la peur, tout simplement, dans le sens où la peur nous fait faire pas mal de choses qui sont contre-productives ou qui bloquent le cours de l'improvisation. Et en fait, libérez-vous de vos peurs. Alors, tu vois, ça veut rien dire comme ça, mais c'est identifier les moments où c'est la peur d'avancer dans l'improvisation, la peur d'être bloqué dans une improvisation qui fait que on est en train de refuser. Mais il peut y avoir d'autres conséquences à la peur. Ça peut être commencer à commenter la scène plutôt que la jouer. Ça peut être commencer à dire non plutôt que oui. Ça peut être plein d'autres choses. Et c'est marrant parce que je vais vous partager ça. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Improvise en ce moment de Mick Napier, je ne sais pas comment on prononce son nom. Mick Napier, ouais. Napier. Napier. N-A-P-I-E-R, si vous voulez chercher. Ouais, c'est plus simple. Voilà, ce sera plus simple pour tout le monde. Et du coup, c'est marrant parce que son approche, elle déconstruit pas mal d'idées qui sont dans la tête de beaucoup d'improvisateurs, notamment moi, juste avant que je lise ce bouquin. Et en fait, il dit que il parle des règles en impro et il dit qu'en fait les règles elles sont pas il dit voilà, les improvisations qui respectent pas ces règles, souvent on dit bah voilà, c'est pour ça qu'elles ont pas marché, parce que les gens ils ont commenté plutôt que faire, ou ils ont dit non au lieu de dire oui, ou ils ont je sais plus, ils les listent au début, enfin bref, toutes ces règles là qu'on dit qui sont des choses à ne pas faire, voilà, je vais les lire. Donc ne pas dire non, ne pas poser trop de questions, ne pas diriger l'autre comédien, de parler du passé ou du futur,
ne pas mettre de plateforme, ne pas être en train de négocier. Vous savez, quand on négocie le prix dans une impro, on sait que ça peut, on parle d'une erreur. Bref, faire plutôt que dire, etc. Donc il en liste une dizaine. Et en fait, il dit, souvent on analyse les improvisations a posteriori en disant, ah là, cette improvisation, elle n'a pas marché, et après on regarde ce qu'il y avait dedans, et on identifie certaines de ces erreurs. On dit, ah bah voilà, c'est à cause de ces erreurs que ça n'a pas marché. Et lui, il prend la chose à l'inverse, et il dit, non, l'improvisation ne marche pas, et du coup, on se réfugie dans ces attitudes, dans ces comportements, qu'ensuite on identifie comme potentielle erreur. Donc il dit que c'est plutôt une conséquence plutôt qu'une cause. Je ne sais pas si vous suivez un peu le raisonnement. Et en fait, lui, il parle vraiment d'autre chose. Il parle vraiment authentique par rapport à notre proposition de départ. Donc, lui, il parle vraiment d'arriver dans une improvisation avec une proposition forte de personnage, d'univers ou d'attitude, etc. Et justement, de ne pas lâcher ça et de vivre ensuite tout ce qui est en train de se passer à travers ça. Okay, à travers son personnage ou à travers l'émotion, etc. Donc, on continue de recevoir beaucoup d'informations du partenaire, de la scène, de ce qui est en train de se passer, mais il y a un travail. Alors, c'est marrant parce qu'il parle beaucoup mais là je suis en train de dire quelque chose qui est vachement égoïste, alors qu'on parle souvent de l'improvisation comme quelque chose qui est, on joue beaucoup avec son partenaire, et lui il recentre un petit peu le truc en disant non, vous êtes responsable de vos débuts d'improvisation, de ce que vous amenez à vos partenaires, et en fait, être en support avec vos partenaires, ça passe par leur apporter quelque chose. Et ce quelque chose, il vient forcément de soi. Il dit, si on a deux improvisateurs sur scène qui sont en train de supporter leurs partenaires, il dit, mais vous les supportez avec quoi? Tu vois, si on est tous les deux en train d'attendre et d'être là, ouais, je suis là pour toi, je suis là pour toi, je suis là pour toi, mais en fait, tu n'as rien amené sur la scène. Donc, tout ça pour dire, on a pas mal drifté là, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais en tout cas pour dire que accepter de ne pas avoir peur. Oh, je suis retombé sur mes pieds. De ne pas avoir peur, et la peur amène ces comportements qu'on appellera ensuite erreurs en improvisation, mais c'est dès le début, assumer ce qu'on est en train de faire et y aller à fond. Yep, je suis grave d'accord avec ce que David vient de dire. En plus, Mick Napier. Moi, j'ai regardé des vidéos, j'écoute des podcasts et il revient souvent dedans. En fait, pour la petite histoire, Mick Napier, c'est assez intéressant. Donc, à Chicago, il y a 2 écoles. Et la première, la plus connue, c'est Second City. Et c'est la toute première. Et en fait, Mick Napier faisait partie, il a été formé, il est devenu professeur à Second City. Et un jour, il a juste regardé la méthode, mais c'est exactement ce que vient de dire David, hein, mais il a juste regardé cette méthode. Et en fait, la méthode de Second City, elle est super, hein, mais c'est même, d'ailleurs, ça rebondit sur ce que dit Laura, c'est qu'en fait, ils sont très basés sur le Wii, c'est très, très américain, et ils ont trouvé des mécaniques. Et ils sont tombés dans leur truc, mais ce n'est pas négatif. Hein, et ils ont compris certaines mécaniques. Et le principe Second City, c'est voici cette technique qui marche, le Wii. Voici cette technique narrative qui marche, tac. Voici la méthode du game qui permet à toi, improvisateur, de peut-être un jour devenir professionnel à Saturday Night Live. Si tu utilises ça, et si tu écris des sketchs Saturday Night Live, tu utiliseras cette technique, ce qui est tout à fait vrai, tout à fait utilisé. Mais Mick Napier, il a regardé ça, il a fait « Wow, ok, c'est que des techniques. » Et ça me parle tellement ce que David vient de dire, il a fait « Wow, mais en fait non, on parle même des conséquences négatives d'une impro comme des espèces de petits trucs à prendre, alors qu'en fait, oui, c'est un état d'esprit. En fait, c'est une approche ultra philosophique de l'impro, et il y a plein d'approches de l'impro, on peut en parler, et je pense qu'on a tous d'ailleurs nos approches. Moi, j'aurais tendance à être plus justement dans la philosophie et cette espèce d'idée de rien, en fait, rien n'est blanc ou noir, et de toujours avoir ce truc, de ce moment de rajouter où oui, mais tu vois, ça marche pas comme ça. Par exemple, clairement, le non, on est tous d'accord que le non en impro n'est pas le non qu'on croit. C'est-à-dire que le non émotionnel, c'est un oui. J'accepte ta réalité. Si je joue un personnage qui est vénère, c'est parce que j'ai accepté d'être en conflit avec toi. J'ai compris que tu étais en conflit avec moi. J'ai compris que tu me proposais ça et j'ai fait oui à ta vérité, mais je ne vais pas fermer l'histoire. Parce que si je ferme l'histoire, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, j'arrête. Je dis oui, j'abandonne, je change d'avis et bye bye. Non, change pas d'avis. Du coup, je suis vénère, je monte en puissance, on trouve des jeux de scène et ça devient une scène intéressante. Pour compléter ce que tu dis, c'est on est d'accord de ne pas être d'accord. Donc, en fait, c'est ça. Je trouve que cette notion du non, moi je suis entièrement d'accord avec vous, et quand je le disais tout à l'heure, c'était un peu la difficulté des débutants surtout à comprendre ça. En fait, c'est bien de le replacer parce que du coup, nous, c'est vrai que, comme tu disais, dans nos cours de débutants, tu es obligé d'instaurer cette notion du non
pour après, quand t'as un peu plus de bagages, te dire ah ouais mais en fait je te nique un peu tout. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est ça, Alex va devoir faire un bip. Je vais remettre un petit peu une autre sauce, une autre couche en disant il y a 2 noms différents quoi. Et c'est difficile, je trouve, pour les débutants de se dire oui, mais si tu m'as dit qu'il fallait que je dise oui et que maintenant je peux dire non. Je trouve ça hyper intéressant parce que nous, on a ces bagages nécessaires, cette expérience qui fait qu'effectivement, on peut créer du refus. Et comme disait Jeff, très très justement, c'est pas un refus de « je veux pas jouer avec toi », c'est mon personnage qui vit cette situation par rapport à ce que tu m'as donné. Qu'est-ce que ça va créer pour ton personnage en même temps ? Mais je trouve que c'est très intéressant, sans paraphraser ce que disait Mike Napier et David. Michel Napp. C'est ce... Mich, petit nom. Ça vient de nous, quoi. Faut pas oublier que ça part de nous aussi. Et c'est ce qu'on accepte, ce qui se passe en nous, qui va créer chez l'autre et vice-versa. Et aussi, on a des moments hyper forts de seul en scène en impro. Ça peut arriver d'avoir des solos dans une impro et c'est hyper puissant parce que c'est accepter ce qui se passe de ton personnage. Et moi, si je peux rebondir sur le côté personnage, j'adore ce... Ça fait non de la tête, Émilie. Mon intervention était parfaite telle qu'elle. Juste, effectivement, si on dit accepter, qu'est-ce qu'on est en train d'accepter, si on se dit que c'est le personnage que l'on incarne qui est en train d'accepter, déjà, ça ouvre pas mal de portes. Et on a pu, justement, si on reprend sur la notion de peur, on n'a plus peur parce qu'en fait, c'est pas moi, comédien, qui est en train de faire quelque chose de fou, de gênant, de débile, de stupide, mais c'est mon personnage, et mon personnage, il peut tout faire. Il n'a pas de limite. Alors que moi, dans la vraie vie, je ne le ferai pas. Et encore une fois, les gens ne vont pas voir de l'improvisation pour voir du quotidien, pour voir de la vraie vie. Ils viennent voir quelque chose qui est fou, qui est décalé, qui est une situation unique. C'est un peu ça la promesse aussi de nos spectacles. Donc, il faut forcément que les personnages aillent dans ces zones-là qui sont au-delà de ce que nous on ferait en tant que comédiens. Donc, ça, c'est déjà quelque chose, quand on arrive à se dire, ok, là, déjà, on se dit plus parce qu'en fait, tu es juste en train d'être ton personnage et ton personnage, il embrasse les situations et il vit à travers les situations. Et moins tu es dans ta tête, plus tu vas accepter, plus tu vas être dans la situation, ton personnage, il est en train de vivre quelque chose et tu réfléchis même plus à te dire j'accepte pas. En fait, tu réagis. Et après, ta réaction, elle peut être effectivement de dire oui, elle peut être de dire non, elle peut être de partir en pleurant, elle peut être de faire un salto en arrière. Voilà. Alors dites-moi, est-ce que l'acceptation, ça se travaille ? Accepter, ça se travaille parce que c'est vrai que quand on commence, surtout, le réflexe, c'est de dire non. Le réflexe, c'est de vouloir contrôler. Le réflexe, c'est de toujours vouloir faire comme on veut, comme vous avez dit déjà. Et comment est-ce que ça peut se travailler, en fait, l'acceptation ? Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille activement ou qui se développe au fil de la pratique, au fil des sessions où on prend confiance ? Je dirais que ça se travaille et c'est de sortir de sa zone de confort, par exemple. On avait l'intention de venir avec une idée ou une direction dans une improvisation. Ça ne se passe pas. Vu qu'on est plusieurs à collaborer, ça n'ira pas forcément dans notre sens. J'ai déjà vu quelqu'un sortir de scène parce qu'il venait avec une idée et ça ne se passait pas comme prévu. Je pense qu'il était tellement dans son idée qu'il n'aurait pas réussi à s'intégrer à l'histoire. Il est parti, mais du coup, ça donne un truc super étrange, pas du tout justifié. Et je me dis, ça se travaille. Ouais. Mais tu sentais que la personne était dans sa tête. Elle a pas réussi à s'adapter au changement. Et je me dirais, si je devais donner un conseil, oui, c'est sortir de sa zone de confort et comme on le fait dans la vie et sur scène, c'est d'aller vers cet inconnu et improviser à 100% pour le coup. Comme disait Émilie sur d'autres podcasts, ça lui arrive d'aller sur scène sans rien et c'est génial. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas évident d'aller comme ça sur les impros. Ça demande, je pense qu'il faut avoir une grande confiance en ses partenaires et du lâcher prise, quoi. Totalement, je suis complètement d'accord avec Laura. Je pense que même dans ta question, tu as donné des éléments de réponse. C'est vrai que ça vient avec la confiance.
Moi, j'ai une anecdote, qui est une anecdote récurrente, c'est-à-dire qu'il y a un truc que les élèves font souvent, les élèves débutants, que je trouve génial à chaque fois. Et c'est ce truc incroyable de j'ai cette idée, il m'a pris mon idée. Donc, il avait la même idée que moi. Donc, du coup, maintenant, je ne peux plus le faire. Et non, j'avais la même idée, prof. Tu vois le mec jouer et tu as l'autre sur le côté qui est assis, qui fait « Oh, mais non, j'avais cette idée. Je voulais aussi faire boulanger de macarons. » Et là, tu vois en fait que donc le manque d'acceptation, hein, à ce moment-là, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que ça montre en fait exactement ça. C'est ce truc, cette volonté de contrôle en fait. Cette volonté de contrôle qui va pas nous permettre d'accepter en fait parce qu'on veut absolument. Et ça, c'est ça qui est génial pour les profs comme nous qui prenons des élèves débutants. Quand on débute l'impro, je pense qu'il y a une volonté pour certains élèves, pas tous bien sûr, pour certains élèves de s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils vont venir à l'impro parce que c'est une plateforme d'expression. Et tout à fait, on est tout à fait d'accord avec ça. Ce qui est très intéressant, c'est que d'un coup, on leur révèle aussi qu'au-delà du fait que c'est une plateforme d'interprétation et d'expression, c'est surtout une plateforme d'acceptation, avant tout. Et en fait, pour moi, c'est le moment le plus génial en tant que prof, quand j'ai ça en face de moi et qu'après, je leur donne le contre-exemple. Je fais, mais si tu avais la même idée que ça, whatever. Enfin, ce que j'ai même génial, c'est je les regarde en train de réfléchir. Des fois, ça, c'est des trucs géniaux. Tu vois l'élève qui réfléchit à son impro quand ils font des solos, par exemple. Donc, je regarde mes élèves. Je regarde bien évidemment celui qui fait sa solo, etc. Mais je regarde les autres qui le regardent et je regarde ceux qui regardent son impro. Et surtout, je regarde ceux qui ne regardent pas l'impro et qui sont en train de penser, qui vont passer. Et parce que ça, pour mon débrief, c'est de l'or. C'est de l'or. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais pouvoir pointer ça, chose qu'ils n'ont pas remarqué, en fait. Parce qu'on ne remarque pas qu'on contrôle. Parce qu'on passe son temps à contrôler. On fait que ça. Et on désapprend à mal vivre, je pense, avec l'impro. Honnêtement, je vais dire honnêtement, venez faire de l'impro. Vous allez réapprendre à vivre, en fait. Parce que vivre, c'est juste, lâcher prise, accepter, être dans totale condition de confiance. Mais ça vient, et comme l'a dit Laura, ça vient avec le temps et tout. Et il faut plein de séances. Et puis d'un coup, un jour, tu réalises en fait que tu as une force en toi. Et avant de passer la main à quelqu'un, juste avec une dernière anecdote, j'en ai plein des élèves comme ça, hein, mais j'en ai un particulièrement qui a ça inné en lui. Il y a des gens, tu sais, ils sont bien dans leur peau, quoi. C'est pas, ça veut pas, et je souhaite à tout le monde bien dans leur peau d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est un truc positif pour tout le monde, et c'est aussi ça qui fait que ça va t'aider. C'est ce truc de. Après, il nous fait énormément rire, mais ce truc-là, il arrive dans toutes les impros, il est d'accord avec toi, quoi. Tu lui dis qu'il est général des feuilles vertes, ok. Et toujours avec une nonchalance totale qui nous fait péter en douce de rire. C'est parce que ça marche. Ça marche parce que c'est smooth, ça passe. En fait, on veut voir ça. Les gens veulent voir ça. Ils veulent voir des connexions. Ils veulent voir des trucs qui font OK. Ils veulent entendre le clic. Et le clic, ça passe par ça, quoi. Allez, je passe la main. Hein. À qui ? Je voulais juste rajouter, parce que c'était très complet ce qu'ont dit Laura et Jeff, donc il n'y a pas grand-chose à répéter. Et nous, en tant que pédagogue, on a plein d'exercices, tout bête. Je parlais du oui et tout à l'heure, mais c'est un exercice qu'on fait au début. Et en fait, ça paraît hyper embêtant pour les élèves parce qu'il y a un peu cette réticence, comme disait Jeff, tu contrôles pas et tu es vraiment dans l'acceptation. Et des fois, ça veut rien dire, c'est pas du tout rationnel. Tu vas dans des histoires... T'arrives sur la Lune alors que t'étais à la mer, quoi. Donc, parce que t'es dans un oui et actif. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir conscience qu'on est obligé de passer par là pour ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, aller vers un non. Ça marche, actif comme liaison. Aussi. Ça je me disais. Et du coup, voilà, on est obligé de passer par ce truc un peu difficile, en fait. Je pense que c'est sortir de sa zone de confort de ouf et d'aller vers quelque chose qui n'est pas du tout naturel, finalement. Et du coup, c'est un peu casser les codes de ce qu'on peut faire au boulot, parce que... mais après, c'est des choses qu'on peut appliquer, et on l'a tous fait, travailler en entreprise, l'impro appliqué en entreprise, et on sait comment c'est difficile pour les gens en entreprise d'aller dans du oui et, par exemple. Et je pense que c'est, en dehors des cours d'impro loisirs, c'est applicable, en fait, pour tout dans la vie. Et pour arriver vraiment à lâcher prise et un contact plus
plus naturel finalement avec les gens et de construction, etc. Voilà. Laura, tu voulais continuer, je crois. Je suis tout à fait d'accord avec mes amis, mes camarades. Et d'ailleurs, je voulais juste compléter tout ce qu'on était en train de dire avec quelque chose qui m'est revenu comme un boomerang au visage. J'interviens pas mal en entreprise aussi. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est l'accompagnement au changement. On intervient énormément en entreprise pour parler de ça. C'est un vrai sujet, c'est vécu comme une souffrance. Et on utilise souvent comme exemple la courbe du deuil. Et la courbe du deuil qui passe par donc, le choc, déni, colère, marchandage, peur, tristesse, acceptation, et après on part vers un renouveau. Et l'acceptation, c'est assez étonnant dans la courbe. Elle arrive une fois qu'on est passé par toutes les étapes très down. L'acceptation, et ensuite on est capable d'aller vers quelque chose de positif. Tout ça pour dire, ce parallèle pour dire que je pense on ne peut pas faire de l'impro. Je pense que c'est compliqué d'être dans l'impro et dans l'acceptation tout de suite. C'est normal de passer par plein de phases avant d'arriver à l'acceptation. C'est pas inné, quoi. C'est pas du tout inné. C'est ce que disaient tous les autres. On passe par plusieurs étapes. Du coup, ça me fait penser à la courbe du deuil. Effectivement, l'acceptation, ça s'apprend et ça se travaille. Et il faut passer par tout ce qui n'en est pas avant d'arriver à ça. C'était juste pour mettre ces deux choses en parallèle. Ouais, c'est super intéressant d'ailleurs ce que tu dis là, la courbe du deuil, parce que c'est vrai que des fois on dit fais le deuil de ton idée, fais le deuil de ça, enfin je sais pas si vous utilisez cette expression aussi avec certains de vos dans vos workshops tout ça, et des fois moi je l'utilise quoi, faut faire le deuil quoi. Donc ça me parle. Ce que je pourrais dire par rapport à ça et la manière de peut-être progresser sur l'acceptation, c'est effectivement le travail en atelier ou le travail sur scène. De toute façon, chaque fois que tu continues à travailler l'impro, tu travailles, que tu le veuilles ou non, tu travailles l'acceptation. Chaque exercice, chaque situation est un bon prétexte pour travailler l'acceptation. Donc, et pas que les exercices qui sont intitulés exercices pour accepter. Tu vas faire un exercice sur le yes and et en fait, tu vas dire quoi? Tu vas dire yes and. Donc, c'est vraiment là, tu vois, c'est clairement in your face, quoi. Tu peux pas le louper. Mais après, tous les exercices, en fait, sont des exercices d'accepter. Tu acceptes de rentrer dans le délire, dans le contexte de l'exercice qui est souvent pas un contexte habituel. Et c'est un peu on va dire, le sorte de deal quand tu rentres dans une classe d'impro. Tu sais que le monde extérieur, ce n'est pas le même que le monde de la classe d'impro. Donc déjà, tu acceptes ça, tu acceptes de rentrer dans cet univers, dans ce contexte où de nouvelles choses sont possibles. Et après, chaque exercice, on va dire que c'est un sous-contexte, un sous-univers dans lequel tu acceptes aussi de rentrer ou non. D'ailleurs, et moi, c'est une des choses que je dis à mes élèves, si vous ne vous sentez pas de faire quelque chose, parce que pour une raison X ou Y, ça vous met mal à l'aise, ça vous met physiquement… Des fois, ça peut être juste « Ah, mais j'ai mal au genou, je ne peux pas me baisser parce que c'est un exercice où il faut se baisser. » Je dis « Ah, ok, est-ce que tu peux juste baisser la tête ou j'en sais rien, faire différent. Non, mais j'ai un peu mal. » Ah, ça ne te dérange pas, tu peux observer aussi. Donc, ça peut être déjà respecté et de dire on n'est pas obligé d'accepter. Si on ne se sent pas, si ce n'est pas le moment pour nous et si on n'en est pas là, on peut très bien dire non, je préfère être sur le côté. Et je pense que c'est aussi la responsabilité des personnes qui enseignent une impro de voir ça et de proposer ça comme option dès le début, bonjour, je m'appelle David, je suis votre prof d'impro. Si vous voulez pas faire ce que je vous dis, ne le faites pas. Ne vous forcez pas surtout, parce que ça doit rester associé pour moi à la zone de plaisir et de fun dans notre cerveau. Même si après on va toucher d'autres zones émotionnelles, mais ça doit être toujours connecté avec quelque chose de fun, d'agréable. Et voilà, en fait, on fait ça vraiment sur cette vague-là. Donc, ouais, je dirais ça. Chaque exo, c'est une bonne opportunité de bosser sur l'acceptation. Juste pour apporter une petite nuance, et des fois rien que la sémantique et les mots, ça a de l'importance. Sortir de sa zone de confort, j'ai beaucoup utilisé cette expression. Et puis, il y a quelques années, quelqu'un m'a proposé une autre expression que j'ai adoptée depuis, qui s'appelle élargir sa zone de confort. Et je trouve que c'est une expression qui, évidemment, peut vouloir dire la même chose, hein, mais juste le fait de se dire que sortir de quelque chose, ça peut être un peu brutal, ça peut être un peu une rupture. Ouais. Élargir sa zone de confort, ça veut dire que j'ai toujours un pied dans ma zone de confort. Mais je me permets d'aller un petit millimètre, pousser un petit millimètre plus loin, mais je ne me mets pas en danger. Alors que sortir, il pleut dehors, il faut que je sorte. Oui. Je n'ai pas forcément envie. Ouais. Donc, ça peut parler à certaines personnes, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Et puis enfin, pour des improvisateurs, alors je dirais même de tout niveau, parce que moi-même, je suis en train d'essayer de bosser sur ça, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup.
et même en impro. Non, mais J'aime bien non, parler. non. Et je me dis qu'en fait, parfois, et ça c'est aussi dans le bouquin de Michou, On va l'appeler Michou. Bah, c'est du bleu, hein, donc c'est bon, ça marche. dans le bouquin de Michou, il parle des différentes attitudes des improvisateurs qui parfois c'est un peu on va dire des stratégies de repli pour gagner un peu du temps, etc. Et il parle notamment des improvisateurs qui parlent beaucoup. Voilà, bon coupable. Ça existe. Mais en tout cas, il donne c'est pas forcément exactement au même moment dans le livre, mais il donne ce conseil-là pour la partie acceptation et pour la partie un petit peu prendre conscience de ce de ce qui vient de se produire. Ok. Et en fait, il invite vraiment tous les improvisateurs, et je me joins à lui, mais il s'en fout, de prendre après après une action, de prendre ne serait-ce qu'une demi-seconde ou une seconde pour vraiment prendre vraiment conscience. Qu'est-ce que je viens de dire? Comment je viens de me déplacer? Quel univers je viens de créer? Juste en un mot, tu peux avoir créé un univers. Tu dis le mot pyramide, tu crées de l'imaginaire, tu crées un contexte, une situation. Mais si toi-même, tu ne prends pas ce temps-là pour écouter ce que toi-même tu as créé, parce qu'on est souvent, comme on disait tout à l'heure, orienté sur notre partenaire, mais retournons un petit peu aussi sur soi, on va dire à niveau égal, et se dire, OK, qu'est-ce qu'on vient de créer? Et ça peut demander des micro-pauses. Alors, pas des silences de 2 minutes et demie, hein, mais des micro-pauses pour dire, OK, c'est ça que je viens de dire, donc je viens de créer ça. OK, si tu ne peux pas accepter quelque chose dont tu n'as pas conscience. Donc, la prise de conscience peut aider à amener aussi vers l'acceptation. Parce que peut-être que quelqu'un, tu vas lui dire « Ah, mais tu as fait ça, tu ne l'as pas accepté. » Tu en parlais de tout à l'heure en training ou de feedback qu'on donne. « Ah, mais je n'ai pas eu conscience. » Et en fait, les gens, ils ouvrent des portes, ils apportent des bijoux sur les impros, mais ils n'en ont pas conscience. Ils font « Ah ouais, je n'ai pas vu. » Mais il y avait une histoire en or, tu vois. Et en fait, ils ont joué autre chose qui était à côté, mais ils n'ont pas joué vraiment le cœur du truc que tout le monde a vu. Des fois, c'est ça aussi. L'audience l'a vu. Nous, on est à côté, on l'a tous vu. Et les personnes les plus impliquées ne l'ont pas vu. C'est quand même dommage. Donc, ce côté-là, ouais, avoir un petit peu parfois cette petite demi-seconde. Autorisez-vous cette demi-seconde. Moi, ça me fait penser ce que dit David, ce que je dis souvent en coaching, c'est qu'on prend le premier fil, on prend la première idée et on va tirer le fil jusqu'à ce qu'on épuise l'idée. Alors, ça me fait penser parce que du coup, dans l'acceptation de ce qui se passe tout de suite, en général, ce qui se passe, c'est que comme on est dans notre tête, etc., on va pas accepter l'idée de l'autre et du coup, on va louper une information, comme disait David. Et ce que je conseille toujours, moi, et je fais beaucoup d'exercices sur ça, c'était quoi la première idée dans cette impro, dans cette scène. En général, je fais ça l'exo, c'est dans une salle d'attente de médecin. Et quelle est la première information qu'on a eue? Et du coup, on va tirer ce fil jusqu'à ce qu'on ait développé tout ça et qu'on soit, on est vraiment dans l'acceptation de cette première idée. Et ensuite, on peut passer à la deuxième idée si on a exploré toute la première idée. Mais du coup, c'était vraiment pour faire le lien avec cette acceptation de ce qui se passe, finalement. Au lieu de se dire, d'avoir un train d'avance et de se dire, ah bah, je vais faire ça, 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 bah, du coup, on n'est pas du tout dans l'acceptation de ce que l'autre propose, ou même de ce que moi j'ai proposé, sans m'en rendre compte, comme disait David. Et à ce sujet, pour compléter ce que dit Émilie, il y a un exercice qui est pas mal, qu'on fait beaucoup à la FBI, par exemple, et qu'on peut faire pour les cours, ou si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui veulent donner des cours, c'est l'exercice du tilt, où donc il y a une scène qui se joue, il y a peut-être un mot qui va résonner un peu plus, qui pourrait être le déclencheur de l'histoire, et du coup on le répète plusieurs fois, et ça veut dire qu'on accepte l'un l'autre. Admettons, tu étais chez ta mère, j'étais chez ma mère, tu étais chez ta mère, et on reste un petit moment en échange sur cette phrase-là. Les deux improvisateurs se mettent d'accord que ça va être le déclencheur, le tilt. Et je trouve que c'est un bon exercice pour mettre cette chose en pratique, d'acceptation et de première idée à défendre. Alors du coup, je rebondis très rapidement par rapport à ce que dit Laura. Ça me fait, alors c'est beaucoup plus théâtral, mais comme Alex, Laura et moi, on a une formation un peu plus théâtrale, ça me fait vraiment penser à Meisner, à cet exercice en fait Meisner de cet échange comme ça qui va provoquer chez l'autre donc l'acceptation de ce que, donc c'est vraiment la répétition on va pas expliquer Meisner maintenant, mais la répétition de phrases qui va provoquer quelque chose chez l'autre.
Voilà, tout en l'acceptation. Alors, franchement, c'est un terme qui est hyper intéressant. Il y a plein de choses que vous avez dites que j'ai envie de relever, mais je vais m'abstenir. Non, je m'abstiens pas. Non, la première chose, c'est que... Non, mais c'est parce que vous avez parlé vraiment de plein de choses différentes et c'est difficile de savoir quoi choisir. Et c'est un terme qui, pour moi, alors qu'on en parle, se révèle encore plus intéressant que ce que je croyais. Déjà, le fait que tout au long de la conversation, on a fait plein de parallèles avec l'écoute et le lâcher-prise. Donc, accepter ce que nous, on ressent, ce qui se passe, et accepter pour lâcher prise. Donc, est-ce que c'est pas aussi un premier pas vers ces deux autres sujets qu'on a déjà vus? Juste accepter, c'est quelque chose qu'on peut vraiment choisir de faire. Tandis que parfois, l'écoute, ou on le manque d'écoute, il nous a attrapés et on l'a pas vu arriver. Le lâcher prise, on est dans le contrôle et même de penser lâche prise, c'est quelque chose qu'on va pas pouvoir, même si on se le dit, on va pas le faire. Alors que accepter, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire plus consciemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'aime bien cette proposition-là que tu fais, Alex, parce que c'est vrai que des fois, tu peux te corriger en fait toi-même en cours d'impro et tu peux te surprendre en train de pas écouter, de pas respecter la réalité que vous avez créée. Et sur le moment, tu peux effectivement faire non, mais si, ouais, tu vois. Ça peut être vraiment par les mots, mais après physiquement ou en termes de partons là où tu as proposé qu'on aille et rentrons dans l'émotion et tout ça. Et c'est marrant d'ailleurs quand tu vis ces moments-là, tu te vois en train de dire non en fait d'une certaine manière et on le dit souvent, tu vois. Donc ouais, je pense que tu as raison. Je pense que tu peux un peu exercer ton muscle de l'acceptation en te disant là je rentre et je suis vraiment ouvert quoi. Ok, je voulais juste parler d'un concept aussi en termes de, parce qu'on a parlé pas mal d'acceptation et on l'a dit, dire oui, c'est pas forcément dire oui. Et moi, là, je parle en termes de classe débutante, un truc que je remarque pas mal de fois aussi, qui revient avec ce que vient de dire David sur quand tu parles et quand tu présentes un cours débutant, l'acceptation, le fait de ne pas tout accepter. C'est clair que souvent, ce qui va se passer quand on est dans justement cet environnement de gens qui arrivent et qui t'attendent et qui veulent absolument savoir ce que tu vas leur présenter, il y a ce truc de la peur intervient et forcément, tu vas pas dire à un élève accepte tout ce qui se passe. Des fois, tu es témoin de scènes où un élève demande à un autre élève de faire quelque chose qui marche pas et surtout à leur niveau ne pourra pas marcher. Parce qu'on parle de, on sait rien, donner des exemples bien sûr, mais là on est dans le consentement, c'est-à-dire que là, forcément, pédagogiquement, à ce moment-là, tu arrêtes l'impro, tu en parles. Il n'y a rien de toujours. Moi, là, je parle pas d'un cas particulier, mais toujours ces moments-là où tu essayes bien évidemment de faire comprendre que le concept de dire oui n'est pas celui qu'on croit et que, au contraire, il y a cette idée de quand il y a la confiance, qu'elle soit personnelle ou partagée, c'est-à-dire qu'on est confiant à deux. C'est-à-dire que les deux. Si on parle de deux joueurs, hein, d'ailleurs, ou plus, hein, mais là, on parle de deux joueurs, par exemple, qui sont sur le plateau, cette idée de confiance partagée. Pourquoi est-ce que je te ferais quelque chose qui te fait du mal ou quelque chose qui est contre toi si j'ai partagé la confiance avec toi? Tu ne vas pas pouvoir l'accepter. Donc voilà, cette notion de l'acceptation, c'est parce qu'on a ce partage de confiance dans la scène. Il se passe énormément de choses pendant que je parle et c'est cool. Yes, je vous laisse la parole. Je sais que j'ai animé le débat avec ce concept. Oui. Voilà ce que j'avais à rajouter là-dessus, quoi, cette notion-là qui est aussi très, très importante et surtout, je pense, à faire comprendre dans les cours débutants. Parce que souvent, juste pour terminer, parce que souvent on est dans cette problématique aussi d'être face aux gens. On en a déjà parlé dans nos précédentes conversations. On est dans cette problématique on est face aux gens qui veulent bien faire. Donc, on a ce truc de tu leur dis les règles qui, bien évidemment, on l'a déjà dit, ne sont pas des règles et ils vont te le prendre au pied de la lettre. Donc, il y a toujours cette problématique de faire comprendre que attention, tout est relatif et rien n'est gravé dans la roche en impro. Tout est démontrable et tout est interchangeable à partir du moment où il y a tellement de personnalités, tellement d'univers différents qu'on ne peut pas s'arrêter sur une bonne manière de faire fonctionner une improvisation. Ok, très bien. Merci. Émilie, tu voulais rebondir? Oui, alors du coup, dans ta définition tout au début, Alex, il y avait le mot consentement.
et Jeff l'a relevé. Et je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que déjà, c'est une notion pas récente, mais qui est un peu ressortie ces quelques années par rapport à des choses qui peuvent se passer entre des comédiens sur un plateau de jeu, etc. Que ce soit professionnel ou amateur, il n'y a pas vraiment de distinction par rapport à ça. Je trouve que c'est hyper important et moi, c'est une discussion que j'ai, en tout cas dans les premiers mois d'improvisation avec des débutants et que je rappelle souvent. Par exemple, ici en Belgique, dans le championnat amateur, il y a un tour des consentements avant les matchs. Parce que c'est pas parce qu'on joue des personnages qu'on doit accepter ce qui peut se passer, qui va aller contre l'éthique, contre le respect de la personne qui joue avec nous. Voilà, et il y a eu plein de choses. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais je trouve que c'est important d'en parler. Moi, je peux parler d'une expérience personnelle. Comme ça va être beaucoup plus simple. Je faisais un match d'improvisation j'étais encore avec la FBI. J'avais ce plaisir encore de jouer avec la FBI en déplacement en France. Et je prenais une position. C'était une catégorie où mon équipe faisait un décor et l'équipe d'en face jouait dans ce décor. Et donc, je fais un lampadaire. Et du coup, j'ai juste la main en hauteur pour faire... ma main représente la lampe. Et donc, l'équipe d'en face va jouer avec ce décor-là pour créer une histoire. Un des comédiens, un des joueurs de l'autre équipe n'a pas forcément vu un lampadaire, mais a vu une douche. Après, c'est ça qui est chouette, c'est l'imagination de l'autre. Sauf qu'en fait, ma poitrine a été prise pour des robinets. Alors, du coup, sur le moment, moi qui suis professionnelle, mais dans un contexte quand même de match, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dis on arrête tout et du coup je me barre de la patinoire ? Ou alors je suis dans l'acceptation de ce qui se passe ? Et je n'ai pas encore la réponse. C'est-à-dire que ma réaction a été l'acceptation. Ça a fait rire le public, etc. La limite étant que le comédien en face de moi n'aurait pas forcément eu à me toucher la poitrine pour qu'on comprenne que l'effet comique, que moi je trouve personnellement limite, mais bon. Mais il n'était pas obligé de me toucher la poitrine. Donc, mais encore maintenant, ça fait presque 4-5 ans, je me pose encore la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire si ça se passe ? Ça peut se passer, là je prends un cas particulier avec un homme et une femme, mais évidemment ça se passe dans l'autre sens. C'est vraiment, voilà, et je pense qu'on a tous eu des exemples ou alors entendu des exemples, etc. Ça peut être aussi la place de la comédienne, enfin voilà, il y a plein de choses, ou comme la place de l'homme comédien, bon, il y a plein d'exemples, en tout cas cet exemple particulier. Mais en tout cas, j'ai eu cette discussion après avec ce comédien, pour lui dire, est-ce que tu ne penses pas qu'on t'est allé un peu trop loin ? Parce que c'était important pour moi de lui dire, et lui n'a pas vu ça comme ça. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est que ça reste, donc je pense que c'est très important pour nous pédagogues, pour nous comédiens professionnels, si on joue avec des gens qu'on ne connaît pas, et puis dans sa propre troupe, d'avoir vraiment conscience de l'autre, en fait, du respect, on ne va pas chercher un effet comique. Alors, pour moi, le consentement de ce niveau-là ne veut pas dire acceptation de tout ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais je pense que pour moi, c'est très important d'en parler. C'est très clair. Laura, tu voulais... Oui, c'est entièrement ce que raconte Émilie. Effectivement, c'est important d'en parler, du consentement. Effectivement, je l'ai aussi noté dans ta définition. C'est un des mots qui est ressorti. Et Jeff, du coup, nous l'a lancé tout à l'heure. Merci, Jeff. Du coup, moi, systématiquement, à chaque cours, je débarque, peu importe où j'arrive, je parle du bisou-claque, ce qui est une manière d'aborder le consentement en improvisation. C'est bisou-claque et on fait un tour, bisou-claque, oui, non, etc. Les mains se lèvent sans jugement et c'est de savoir qui est d'accord pour le bisou-claque. Parce que effectivement, c'est pas comment on fait. On se retrouve sur une impro et dans le feu de l'action, on le fait, c'est déjà trop tard. Cette discussion elle doit avoir lieu avant. Et je me rends compte à quel point j'étais avec une troupe, par exemple, qui se connaît depuis un moment, et c'est un sujet qu'ils n'avaient pas forcément abordé entre eux. C'est pas des sujets qui sont toujours abordés. Et je pense que ça doit être systématique dès le début pour pouvoir travailler pour poser le cadre, quoi. Comme on pose une patinoire et on fait un match d'impro. Pour moi, ça fait entièrement partie des règles du jeu. Et sachant qu'après, oui, non, quoi qu'est-ce, ça appartient à chacun et il n'y a pas de
chacun sa sensibilité, sa façon de faire, etc. Après, pour avoir des petites anecdotes, il y avait 2 choses que je voulais raconter. Je me retrouve à un festival en France où on joue un match. Et effectivement, c'est une discussion qu'on n'avait pas eu avant sur ce consentement-là, donc dommage. Et je me retrouve avec un acteur sur scène où ça pourrait se terminer, ça serait bien que ça se termine, enfin, ça pouvait se terminer avec un bisou. Et moi, j'arrive, j'ai pas de problème avec le bisou sur scène. J'arrive, je tends ma bouche en cul de poule comme ça, et il me claque la bise. Mais après, non, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que ça m'a surprise parce que vu que c'est un piou, pour moi, ça n'avait aucun. Et ce monsieur, il est marié, il a une femme, il a un enfant, et il me fait un piou, et tout le monde s'en fout. En fait, on a eu les mêmes applaudissements qu'un bisou de personne. Je crois que les gens l'ont même pas vu. C'est-à-dire que on s'en fiche complètement. On n'a pas besoin de ce contact buccal pour que la scène fonctionne, qu'on comprenne que c'est des amoureux. Et juste pour dire qu'en fait, tout fonctionne dans tous les cas. Et heureusement, il n'était pas coincé. Moi, je lui ai offert cette proposition, il m'en a offert une autre et ça marchait très bien. Et par contre, je leur ai pris la tête entre mes 2 mains et j'arrive avec ma bouche en cul de poule. Là, ça aurait été problématique, on est d'accord. Un deuxième exemple, je joue avec des Italiens. Et pareil, fin de scène, on se retrouve un peu à un endroit où le bisou aurait pu fonctionner. Et là, donc moi, ça ne me pose pas de problème. Et on se fait un bisou, sauf que c'est lui qui m'a surprise parce qu'il commence à faire un peu des mouvements de bouche. Un bisou, c'est qu'un piou. Et cet Italien commence à bouger sa bouche. J'étais là, wow, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que lui-même a été surpris de s'emballer comme ça dans le bisou de fin. Et lui-même est venu vers moi en me disant, je suis désolée, je me suis emballée et tout. Il s'est vraiment, je fais très bien l'accent italien, il s'est lui-même emballé dans le truc, il s'en est rendu compte. Et il est venu me dire, pardon, je suis désolée, ça... Et et je lui ai dit, effectivement, ça m'a surprise, on a eu cette discussion. Je pense que c'est impératif de poser ces règles dès le départ. Et il ne faut en aucun cas se sentir obligé de suivre ceux qui font le bisou et la claque, qui acceptent de recevoir une claque ou de donner des claques, parce que tout ça, c'est très personnel. Très personnel. Ouais, c'est génial ce qu'on est en train de dire là. Je vais juste rebondir sur certaines choses. Jeff, tu avais parlé effectivement de confiance, support. Non, même Émilie, je crois, au départ, tu parlais de tirer le fil d'une idée. Alors, c'était il y a à peu près 15 minutes qu'on parlait de ça. Mais il y a une notion que j'aime bien, c'est on dit souvent la première idée est la bonne. Enfin, je ne sais pas si vous utilisez cette expression des fois pour dire allez, la première idée est la bonne, on travaille sur ça. Et en fait, plus ça va, plus je me dis en fait, je ne sais pas si la première idée est la bonne, mais la première idée, on va la faire marcher, elle va devenir bonne. Donc, à partir du moment où tout le monde accepte que c'est ça qui est arrivé et qu'on s'y met tous, et c'est là où je raccroche les wagons avec Jeff qui parlait de confiance et de support des partenaires, eh ben on va tous travailler dans la même direction. Il y a parfois une notion de jugement. Ouais, cette idée-là, bof, ou ça ne m'inspire pas, ou j'ai pas trop envie de le faire. Et une fois que tu es là-dedans, bah, évidemment, tu n'es plus en train de travailler pour le bien de l'improvisation, pour le bien du groupe, parce que tu es en train de juger, tu n'es déjà plus dans le moment et donc tu as perdu le fil. Donc, ça peut être un bon moyen de rendre des impros géniales et de travailler sur ce côté-là. Et même de s'enlever le côté non, la première idée est la bonne. Bah, moi, je ne la trouve pas si bonne que ça. Ouais, mais on s'en fout. On va la rendre bonne. On va la rendre bonne et mets-toi au service de ce qui est en train de se passer. Enlève ton ego. Enlevons nos egos individuels sur ouais, si on avait fait mon idée, je suis sûr que ça aurait mieux marché. Je parle notamment, ça c'est dans le moment. Ok, on est sur le plateau, on est en train de créer et on peut être en train de juger en même temps que créer. Tu vois, quelqu'un qui arrive en face de toi, tu dis c'est quoi cette idée-là? Et tu vas du coup pas l'écouter et proposer autre chose. Car ça peut se faire en live et parfois même en caucus, en préparation d'impro. On peut passer 30 secondes à échanger des idées sans s'arrêter sur une idée. Et ça, c'est complètement stérile. Donc ça, ensuite, par rapport à la notion de consentement, je trouve que c'est effectivement quelque chose dont on ne parle pas suffisamment forcément, notamment, et comme tu disais, Laura, même dans des groupes qui se connaissent, il y a des sortes d'accords tacites, mais qui, en fait, parfois n'arrangent pas tout le monde. Et peut-être qu'il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec certaines choses. Moi, j'ai un groupe aussi d'impro anglophone ici à Londres, avec lequel je participe à des ateliers. Et là, celle qui lead le truc,
elle nous avait fait un tour comme ça justement de ce qu'on acceptait. Alors, elle n'avait pas tourné bisou claque, mais on avait parlé de est-ce que j'accepte d'être touché, oui, non, et quelle zone du corps, tu vois. Elle parlait notamment de bikini area, tu vois, pour les filles. Bon, ben, pour les hommes, c'est monokini area, je ne sais pas comment on dit. Mais est-ce qu'on accepte effectivement tout le monde disait, voilà, j'ai pas envie d'être touché sur ma bikini area, tu vois, ce qu'on peut comprendre. Et après, il y avait des spécificités. Par exemple, il y en a une qui disait, bah, moi, j'ai pas envie qu'on me touche la tête. Pour moi, je ne supporte pas qu'on me touche la tête. Donc, c'est vrai que si tu le sais pas, et moi, je suis assez tactile dans les impros, ça me dérange pas de toucher. Alors, évidemment, pas bikini area et tout ça, comme ce qui t'est arrivé, Émilie. Mais moi, j'aime bien toucher. Ça me dérange pas de toucher la tête de quelqu'un, tu vois. Je trouve que ça peut apporter des choses. Mais si tu tombes sur la personne qui aime pas être touchée la tête, ou alors, je sais pas, les bras, pourquoi il y a certaines personnes, chacun a ses trucs, tu vois. Et si tu le sais pas à l'avance, c'est quand même dommage parce que tu peux sortir la personne de son show. J'ai du mal avec les mollets. Vas-y, continue. Bah voilà, faut pas Les œufs, toucher les œufs mollets. Ok, et du coup, ouais, par rapport aussi au côté on se permet tout et en fait on peut faire n'importe quoi, on est des fous sur le plateau. Il y a aussi un phénomène qui est un petit peu, qu'il faut à mon avis remettre à sa place, c'est notamment certains comédiens qui ont suivi des trainings, notamment méthode acting et tout ça, où t'as plus vraiment, c'est pas suffisamment défini ces lignes-là, tu vois, de respect de soi-même, de respect de la sécurité de soi-même et des autres, parce que tu entends des exemples de fou, tu entends que Daniel Day-Lewis a préparé un rôle pendant 3 ans en faisant tout et n'importe quoi, que Robert De Niro, il a fait la même chose, qu'Al Pacino, il parle pas à ses partenaires, il est même horrible avec ses partenaires parce que lui, c'est un bad guy et les autres, c'est les good guys. Donc voilà, il faut que ce soit authentique. Oui et non. Et en fait, plus tu y penses, plus tu te dis, attends, notre métier, c'est pas de se mettre en danger, c'est pas de mettre en danger les autres. Donc, il faut que ça reste un endroit qui est safe. Et moi, je trouve que ça peut être vraiment polluant pour un groupe et pour comment dire, une atmosphère de travail qui est safe. Et moi, alors, je l'ai pas vécu directement, mais j'ai entendu une anecdote de personnes que je connais sur un tournage où il y a un acteur, alors il y a une fille qui devait rentrer dans une scène, alors on parle plus d'impro, on parle d'un tournage, mais ça pourrait se passer sur un plateau, pourquoi pas, et qu'en fait l'actrice n'arrivait pas à rentrer dans l'état émotionnel de la scène, et un acteur s'est permis d'aller vers l'actrice et de lui mettre une baffe, comme ça, et après vas-y, maintenant va jouer. Tu te rends compte, c'est une agression, c'est ni plus ni moins qu'une agression, tu vois. Et sous couvert que je suis un méthode acteur et que je me permets tout et qu'on est des fous, je me permets de faire ça. Alors que tu fais ça dans la rue, tu peux avoir une plainte contre toi et tu peux avoir tu vois, une amende ou je ne sais quoi. Donc, pourquoi on le ferait sur un plateau de théâtre? Pareil, ce que tu as vécu, Émilie, si on le sort du contexte du plateau, et du coup, c'est une agression sexuelle. Tu vois. Totalement. Donc, donc effectivement, soyons très, très, très attentifs à ces lignes-là. Et c'est très bien, comme tu dis, Laura, d'en parler avant, d'avoir une sorte de contrat avant. Et après, sur la manière dont aurait dû réagir Émilie, effectivement, je ne sais pas. En fait, je me rends compte qu'on a ouvert un sujet énorme et qu'en fait, ça me donne envie de préciser certaines choses parce que c'est un sujet tellement lourd qu'on ne peut pas parler de ça avec légèreté. Parce que je tiens à dire une chose, je souligne le fait qu'on définisse les règles en amont. Je pense que c'est très important, le dialogue, et d'en parler. En revanche, si dans l'impro, moi j'ai dit bisou claque oui, et je ne me sens pas dans l'impro avec ce partenaire dans cette scène-là à faire un bisou ou la claque, il n'y a aucune. C'est pas parce que j'ai dit en amont, moi bisou claque, j'étais OK, que je devrais le faire sur scène. On peut changer d'avis, c'est juste ça, je pense que c'est important de le dire. Et que du coup, parce que voilà, on peut ne pas se sentir en confiance à ce moment-là. Et comme tu parlais de safe place, David, on ne peut pas se sentir dans une safe place à ce moment-là, pas avoir envie par rapport au sujet qui est en train d'être abordé sur scène. Et dans ce cas, on peut changer d'avis. Et c'est pas grave si on a dit avant qu'on était OK et qu'ensuite on ne l'est pas, si on parle de consentement. Hein. Et du coup, je pense qu'une piste, ce serait de ne jamais contraindre physiquement. Donner toujours la possibilité que la chose arrive, que l'action arrive, de la claque, du bisou par exemple, et donner tout à fait l'espace à l'acteur qui est en face de proposer autre chose,
d'aller dans son sens ou de proposer une autre idée, d'avoir l'espace physique pour se détourner de cette chose-là si ça ne lui plaît pas. Et quand bien même il aurait dit au départ, moi j'adore faire des bisous, j'adore donner des claques. Et juste, attends, je prends pas la parole, mais juste pour compléter, je me disais qu'une des manières de réagir, ça peut être aussi, sauf si c'est extrême, mais ça peut être réagir dans son personnage, tu vois. Et effectivement, si tu veux pas le comédien ne veut pas recevoir quelque chose, peut jusqu'à une certaine mesure, je suis d'accord, mais jusqu'à une certaine mesure, réagir dans le personnage qui dit wow, 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 tu vois, il va pour t'embrasser, wow, 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 je pensais pas qu'on était sur la même longueur d'onde, tu vois, je pensais pas qu'on pensait qu'on pensait ça, tu vois. Ça peut être un moyen jusqu'à un certain point. Ça pourrait. Donc, je voulais juste dire ça. Je pense qu'après, il y a tu l'as un tout petit peu abordé, David. Effectivement, des fois, des choses qui peuvent être au-delà du bisou-claque. Moi, j'ai un pote, je sais, qui est acteur, qui n'aime pas qu'on lui touche le nez. J'ai une copine qui est improvisatrice qui ne supporte pas qu'on lui touche le nombril. Oui, je la connais aussi, celle-là. On la connaît. On la connaît. On t'embrasse, Emeline. Et en fait… On connaît ton nombril. Je savais pas, j'apprends un truc sur toi, Emeline. C'est différents niveaux, c'est différentes choses. Et effectivement, c'est toujours mieux d'en parler. Et autre chose aussi, c'est des complexes. On peut avoir un complexe. On n'a pas envie qu'on vienne nous toucher là où on est soi-même pas en acceptation avec cette partie de notre corps, où on a du mal à l'accepter. Après, c'est pas forcément facile d'en parler. Toujours, donc, je pense qu'on n'est même pas obligé forcément de dire ces choses-là. En revanche, toujours laisser la possibilité à l'autre acteur d'accepter de prendre cette proposition ou de faire autre chose. Voilà. Donc, ne pas contraindre physiquement, je dirais. Voilà, c'est tout. Et attends, excuse-moi, Alex, mais c'est juste pour boucler la boucle. Je boucle juste la boucle sur ça parce que je me dis, est-ce que ce serait pas tellement plus facile d'accepter ce qui est en train de se passer dans le jeu et dans la scène et dans l'impro si déjà on se sent débarrassé de ce poids-là éventuel ou de ce truc-là, un petit peu ce nuage-là un peu noir qu'on peut avoir, de se dire « Ah, mais est-ce que je suis safe ?» Non, parce que j'en ai parlé avec mes collègues. Je sais qu'il ne va rien se passer, mon intégrité, elle ne va pas être mise en danger. Donc, je peux vraiment me faire plaisir sur scène. Typiquement, moi, bottom line, pour moi, c'est assez simple. Je pense que la problématique aujourd'hui, elle est aussi dans essayer d'être aware, de comprendre ce qui se passe autour de nous et d'être hors de son ego. Je pense que c'est aussi la problématique, c'est l'ego. Et je vais donner quelques exemples là-dessus, du coup, parce que ça m'a fait tilter l'exemple du méthode acteur. Moi, beaucoup dans mes cours, j'ai eu de nombre de fois des élèves qui n'avaient pas les mêmes objectifs. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a souvent des gens qui viennent là parce qu'ils veulent accomplir, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la plateforme pour apprendre le stand-up, par exemple. Donc, il y a cette envie de trouver de la comédie en impro, ce qui est génial d'ailleurs. Et on a souvent cet aspect d'élève-là qui veut trouver cette comédie-là. Et j'ai souvent aussi l'aspect de l'élève qui a fait du théâtre souvent et qui a envie d'exprimer sa créativité dramatique dans les scènes. Et puis là, incroyable, ces deux personnes se retrouvent ensemble sur scène. Et c'est très intéressant. Et bien évidemment, c'est là que des problématiques de consentement arrivent et pas de consentement dont on vient de parler d'ailleurs, qui est vraiment justement quelque chose de très, très important de relever, d'arrêter les scènes et tout, mais peut-être un truc qui serait rapport justement à la sensibilité de la scène et l'envie de raconter, qui est aussi un problème de consentement, je pense, parce qu'on se sent mal dans une histoire qu'on n'aime pas raconter aussi des fois. Je me sens pas bien dans cette histoire que tu es en train de raconter, j'aime pas, c'est pas mon univers, mais ça veut pas dire que je veux pas t'écouter. Déjà, premièrement, peut-être que je comprends pas, donc il y a ce côté-là. Et je pense aussi à travers ça que moi, c'est toujours un truc sur lequel j'ai essayé de faire comprendre les élèves qu'il n'y a pas qu'un seul univers, qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de s'exprimer sur ce qu'il a envie de dire, etc. Donc, c'est très intéressant en termes de volonté de rassembler. Mais je pense que ceux qui gagnent à la fin, ceux qui gagnent, ça ne veut rien dire, mais ce qui va gagner, la chose qui va gagner à la fin, c'est vraiment de se rassembler et de toujours comprendre le gris dans les choses et de s'arrêter, de faire ok, je vois pourquoi ce que tu fais ça marche, c'est ton univers, peut-être que je le comprends aussi moins que le tien. Je vais donner un autre exemple qui m'a vraiment fait tilter sur ce qu'a dit David, qui est donc moi j'écoute beaucoup de podcasts, j'aime beaucoup le film Retour vers le futur, voilà pour la petite histoire. Et un jour je suis rentré dans des documentaires, des vidéos, et l'acteur qui a joué Biff Tannen un jour a fait un podcast super intéressant dans lequel il a expliqué un peu son expérience à tourner Retour vers le futur. Il faut savoir pour la petite histoire qu'avant d'être Marty McFly, c'était pas Michael J. Fox. C'était un acteur, j'ai oublié son nom, bref, c'est pas grave, qui a aussi joué dans L'Effet Papillon, qui fait le père un peu psycho dans L'Effet Papillon. C'est un rouquin, c'est un super acteur, hein. Il a joué dans l'espèce d'Elephant Man aussi. C'est un acteur très connu, il a joué dans Mask, c'est ça, très très connu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas le bon casting pour Marty McFly. Ils se sont rendus compte, ils voulaient absolument Michael J. Fox parce qu'il a du comedy timing. Michael J. Fox, c'est quelqu'un de très très fun et drôle. C'est ça qu'ils voulaient pour le rôle de Marty. Et ils avaient des acteurs beaucoup plus ténébreux qui en fait étaient un méthode acteur et justement qui avait ce côté tout le monde m'appelle Marty sur le set, tout le monde appelait moi tous Marty.
Et un jour, il est dans la scène avec Biff Tannen, qui est l'antagoniste. Et l'acteur qui joue Biff Tannen disait il était très dur avec moi. Il était très, très dur avec moi. Et un jour, je lui dis, mec, tu me fais mal. Tu es en train de me pousser, tu me fais très, très mal. Je sais, je suis Biff Tannen, mais je ne suis pas Biff Tannen, je suis Thomas Wilson, je suis un acteur, tu sais, comme toi. Et voilà. Et en gros, dans le podcast, il montre un peu qu'il y avait beaucoup d'ego et aussi, malheureusement, c'était pas fair dans le sens où tout le monde m'appelle Marty, sauf quand j'essaye de pécho cette fille qui aussi joue ma mère, tu vois. Donc c'est très intéressant, hors du set. Voilà, ça balance, hein, j'étais pas dans ça balance sur le temps et le futur, il y a 20 ans. Mais non, mais ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est comprendre d'où tu sors, en fait. Si tu viens de ton art, c'est pour l'art que tu le fais. C'est-à-dire que si tu as l'amour de l'art et que tu es là, c'est pour l'art que tu le fais. C'est parce que tu te vois dans le spectrum être incroyable dans cet art, c'est vraiment que tu veux raconter une histoire à quelque chose, quoi. Je pense que c'est des problèmes d'ego qui nous arrivent à des problèmes de consentement. Voilà. Ce qui, pour finir, se rapproche de la peur, comme on disait tout à l'heure. On a bouclé une deuxième boucle. Merci beaucoup. C'est très intéressant, effectivement, de dévier sur cette deuxième définition, en quelque sorte, de l'acceptation. Je vais vous proposer, pour terminer ce podcast, de revenir à la première version qu'on a vue, qui est l'acceptation sur scène des idées ou de ce qui se passe dans le moment, et qui n'est en aucun cas une menace pour l'acteur qui joue. Est-ce que vous pouvez brièvement me dire ce que c'est pour vous accepter, oui, mais et après, je fais quoi? Il y a une question de démarrage de podcast. Je devais la poser au début, pour être honnête. Ouais, c'est vrai. Alors, oui, Laura. Je dirais accepter, c'est le oui et, cet exercice qu'on fait beaucoup en improvisation, accepter l'univers de l'autre, la proposition de l'autre, et amener sa touch, amener sa petite touch, son univers, quelque chose, amener une pierre à l'édifice, construire ensemble quelque chose. Je m'arrêterai là parce que c'est beau ce que j'ai dit. C'est très joli. Très beau. C'est exactement ça. On a fait un exercice hier en training avec Valet de Cœur. Et on a bossé sur des petites scènes en 3 lignes, en fait, à 2 joueurs. Donc, joueur 1 dit une ligne, joueur 2 dit une ligne, joueur 1 redit une ligne. Et le but du jeu, c'est d'amener l'improvisation la plus loin possible avec ces 3 lignes. Donc, ça implique évidemment l'acceptation. Mais avec l'acceptation, ton improvisation, elle va pas avancer. Ok, ça va forcément, le soufflet va retomber. Donc, en improvisation, tu es toujours obligé d'aller de l'avant. D'une manière ou d'une autre. Hein. Attention, c'est pas parler sans fin comme moi, hein. C'est faire avancer le truc. Et du coup, c'est vraiment ça que tu travailles. Ok, j'accepte, je dis oui. Et en plus, je me sers de ce que tu as proposé pour le grandir et l'amener forcément dans un endroit que tu n'avais pas imaginé. Ok, parce que c'est nos 2 univers qui se rencontrent. Et ensuite, toi, tu vas accepter quelque chose qui inclut ta première proposition, augmenter de ma proposition, et tu peux encore y rajouter quelque chose. Et c'est comme ça que tu disais, Laura, que tu bâtis l'édifice. Encore une fois, Michou Napier donne cette image-là et dit l'improvisation, c'est plus effectivement chacun amener sa brique pour construire une maison, plutôt que arriver avec ta maison toute faite et l'écraser sur la maison que l'autre personne a construite. Moi, je rajouterais juste, parce que je vais pas, parce que j'ai l'impression des fois de répéter ce que disent, c'est tellement bien ce qu'ils disent. Je dirais avoir conscience de l'autre, du coup. De vraiment, et ça regroupe un peu ce qu'on a dit par rapport à la place que l'autre peut prendre aussi, qui est importante, et puis de créer ensemble, en fait, cet espace safe, où là, du coup, tout est possible. Après l'acceptation, normalement, il y a un effet de ça y est, on se complète, c'est parti, quoi. Je le vois comme ça, mais Laura l'a très bien dit en une phrase, et c'est vraiment ça. C'est ça y est, c'est parti, on a accepté l'univers de l'autre, maintenant on peut travailler, quoi. Tout arrive après parce que c'est l'instigateur de vraiment, ça va dérouler, quoi. Ça va être incroyable. Donc je le vois vraiment comme ça, quoi. C'est le jump starter de. Souvent, je dis à mes élèves, je parle de la plateforme et des machins comme ça, je dis. En fait, il y a des trucs qui c'est pas en plus qui sont durs à faire ou chiants. C'est juste que c'est pas que c'est pas fun, c'est fun, mais c'est les moments les moins fun parce qu'on va tellement avoir de fun après que en comparatif du fun qu'on va avoir une fois qu'on est libéré par l'acceptation, ça va être incroyable de comprendre qu'en fait qu'on est parti de là, que c'est vraiment important que ce soit vraiment la braise qui mette un feu de ouf,
qui soit le moment où ça marche, quoi. Le moment où ça marche, c'est ce. Tu me donnes un truc, je le prends. Tu reprends. Vas-y, tape. Il va à gauche. Et de l'autre côté, pareil, je fais la balle et le centre, c'est le but. Et bim, ils ont fait une belle improvisation. Ok. You know what I mean, right? Voilà, je vais finir sur cet argumentaire-là qui est très vocal et sonore. Hein. Ok, merci beaucoup. Merci à vous 4 pour cette discussion. C'était la compagnie Art Fabrique. Nous nous retrouverons maintenant en septembre. Et oui, c'est une petite pause pour l'été pour un épisode qui sera aussi très intéressant sur le thème de la narration et du storytelling. Donc si vous avez des questions sur les 5 épisodes qu'on vient de faire, n'hésitez pas à nous les envoyer, à nous les poser. On aimerait beaucoup faire un épisode Q&A. En attendant, on a hâte de vous retrouver en septembre pour de nouveaux numéros. À la prochaine. Merci Alex. Salut Alex. Alex. Bonnes vacances. Ciao tout le monde.